Salut les baroudeurs, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'introduction de la formation baroudeur. Le lien de la playlist formation baroudeur se trouve dans la description ou bien s'affiche en haut à droite de votre écran. Et donc pour cette vidéo d'introduction de la formation baroudeur, on va voir les principes de l'outdoor, les principes qui sous-tendent toutes les pratiques outdoor quelles qu'elles soient, et puis plus particulièrement le triangle de l'outdoor, ou le triangle du baroudeur, comme je préfère l'appeler, et qui est un outil indispensable, en particulier si vous débutez, pour penser la façon dont on s'équipe, et qui permet de faire des choix en connaissance de cause. Donc si vous débutez et que vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter, entre de l'ultralight, du conventionnel, ou parfois un équipement militaire qui est solide et durable, mais qui pèse très lourd, eh bien c'est cet outil-là, le triangle de l'outdoor ou triangle du baroudeur, qui va vous permettre de faire vos choix. Alors, le berger a finalement déplacé ses clôtures électriques et m'a permis de récupérer mon tableau blanc qui était planqué parmi les moutons et les patous pour tout l'hiver. Et donc il est de nouveau disponible pour des vidéos théoriques sur l'outdoor. Et donc on va commencer par reconscientiser un point fondamental qui sous-tend toute la théorie de l'outdoor, et qui est que l'être humain est une anomalie dans le règne animal, parce qu'il est particulièrement inadapté à son environnement. D'un point de vue biologique, on n'est absolument pas équipé pour survivre dans notre environnement. Et en réalité, sans l'aide de la technologie, il n'y a même pas 5% des latitudes sous lesquelles l'être humain est présent sur la planète, sous lesquelles on pourrait effectivement vivre à poil, en se nourrissant naturellement avec nos membres, nos mains, etc., pour récupérer de la nourriture et puis cueillir des avocats et des mangues. On n'a pas de fourrure pour se protéger des brûlures du soleil, on n'a pas pour nous protéger aussi du froid ou bien de la pluie, d'avoir un contact direct de l'eau avec la peau et donc d'éviter l'hypothermie. On n'a pas non plus de griffes pour se saisir de proies et les empêcher de glisser, ou bien creuser un terrier pour s'abriter. Et puis on n'a pas de croc pour mettre à mort une proie et puis déchiqueter sa chair afin de nous en nourrir. Donc voilà, biologiquement, en fait, on n'est pas du tout adapté pour vivre dans la majorité des environnements terrestres, à la différence des animaux qui, voilà, quand on prend une vache, elle va avoir de très grosses molaires, etc. Et puis une ossature qui lui permet, voilà, de manger 12 heures par jour, la tête baissée, dans un champ, et puis quel que soit l'animal, en fait, on va voir que au niveau de ses membres, etc., en fait, il est adapté à l'environnement dans lequel il est, et ce n'est pas le cas de l'être humain, et on ne parvient à vivre qu'au travers des technologies qu'on a développées. Et donc ça, voilà, c'est un truc à bien conscientiser, à la fois parce que c'est intéressant de voir cette spécificité, cette particularité de l'être humain, et puis parce que c'est ce qui sous-tend toute la théorie de l'outdoor. Et donc le principe fondamental qui sous-tend de toute la théorie outdoor, c'est la recherche de la meilleure adéquation entre l'être humain et son environnement, ou la recherche de la meilleure adaptation entre l'être humain et son environnement. Et donc ça, c'est ce qui sous-tend toute l'activité outdoor, et qui existe depuis l'origine de l'humanité, où on vivait tous dehors, quoi. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais voilà, auparavant, au néolithique et avant, on était en permanence à l'extérieur, et donc il y avait toujours cette recherche pour une nécessité vitale, cette recherche d'adaptation et d'adéquation avec l'environnement. Et donc ça, c'est ce qui pose les bases ensuite du triangle de l'outdoor. Donc là, on a l'être humain avec une dimension physique et mentale. Donc on inclut l'émotionnel dans le mental. Et de l'autre côté, l'environnement. Et voilà, une interaction entre les deux. Et donc voilà, on peut tracer une droite historique avec l'évolution, en passant du singe, les arcs, les flèches, etc., pour évoluer et nous adapter à cet environnement d'une façon toujours plus avancée, et puis ce qui nous a permis au fil de l'évolution d'aller vivre sous des latitudes sous lesquelles au départ, en fait, on était incapable de vivre. Et donc ça, c'est un point important, parce que en fait, toute la théorie de l'outdoor repose là-dessus, parce que à l'époque, ça a été fait, l'homme s'est adapté dans un but de survie, et donc il y avait un but.
un but ou un objectif. Donc au néolithique et avant, l'objectif c'était la survie, de s'adapter à l'environnement pour survivre. Donc on a encore voilà, des interactions ici. Et donc là on trouve la base de notre triangle de l'outdoor, ou triangle du baroudeur, mais qu'on va développer un peu plus ensuite. Et ce qui a changé en fait aujourd'hui entre le néolithique et puis aujourd'hui, c'est tout simplement cet objectif. Au début de l'humanité, cet objectif, voilà, c'était évidemment la survie et puis il n'y avait pas le choix. Aujourd'hui, on a développé des technologies qui nous ont permis de prospérer partout sur la planète, dans tous les environnements. Et puis l'objectif peut toujours être la survie, mais pas par nécessité, mais par choix. Et donc en fait, le but, l'objectif, maintenant qu'on a développé toutes ces technologies, c'est devenu un objectif de loisir pour aller dans des environnements toujours plus extrêmes, toujours plus difficiles. Et puis, donc, par exemple, voilà, escalader le Mont Blanc, etc., escalader des montagnes, ce qu'on ne faisait pas à l'époque, on n'avait aucun intérêt à le faire, on ne pouvait pas y vivre, on ne pouvait pas y chasser, on ne pouvait rien y faire. Et donc aujourd'hui, on va dans certains environnements simplement par loisir, on cherche certains modes de déplacement, certains modes de vie, certains types d'exploration, non plus pour survivre, pour chasser, pour nous nourrir, pour nous abriter, mais simplement par loisir, parce que c'est joli, parce que c'est trépidant d'y aller. Et donc on va continuer à cette flèche de l'adaptation et de la recherche de la meilleure adéquation à l'environnement, non plus pour la survie, mais pour le loisir, tout simplement. Et donc, en partant de ce triangle, ensuite on va détailler un peu plus l'homme, dimension physique et mentale, et là on trouve deux éléments. Un premier qui est l'entraînement. Entraînement qui détermine les aptitudes, désolé pour l'écriture, ou capacité. Et ça qui est en relation directe avec les besoins. Et normalement j'en oublie un pour détailler, mais vous allez comprendre ensuite. Exemple de ça, par exemple, sur le plan physique, j'ai fait une vidéo sur comment dormir à la cow-boy de A à Z. Donc dormir à la cow-boy, c'est dormir sans tarpe, sans tente, simplement avec un sursac, et puis voire même pas de matelas gonflable, ou voire même pas de matelas mousse, comme ça se fait dans les bivouacs militaires. Et donc, sur le plan physique, entraînement, ça demande un entraînement. Voilà, si on fait ça la première fois, peut-être qu'on ne va pas dormir du tout, parce qu'on va être sur des bosses, parce qu'on n'est pas habitué à dormir sur un sol dur. Et puis, avec un peu de pratique, un peu de persévérance, de ténacité, en fait, on finit par parvenir à dormir, notre squelette s'endurcit, et puis psychologiquement on accepte la chose plus facilement aussi, et puis on finit par parvenir à dormir sans trop de problèmes, aussi sur un sol dur. Et donc l'entraînement change nos besoins. Si au départ on pouvait avoir un besoin absolu d'avoir un très gros matelas moelleux, et puis d'un abri très protecteur, très spacieux, etc. L'entraînement permet de modifier ce besoin, et donc à l'époque où les tentes étaient très lourdes, ça avait un impact direct sur le poids du sac. Plutôt que partir avec une tente qui faisait 3 kg ou 4 kg, partir avec un sursac militaire qui faisait 1 kg, c'était l'ultralight de l'époque. Donc en fait l'entraînement physique avait une incidence directe sur nos besoins, et nos besoins sur le poids du sac, sur la façon dont on s'équipe et sur le poids du sac. Et donc ça, dans le cas du sursac du bivouac à la cow-boy, il y a aussi une part mentale, psychologique, de faire face aux insectes, d'être exposé aux éléments directement, de pouvoir faire face à un sanglier directement dans les bois, alors qu'une tente apporte une protection, un sentiment de protection psychologique beaucoup plus important. Donc il y a, en s'entraînant sur ces deux dimensions-là, physique, de dormir à même le sol, et puis psychologique, de devoir faire face aux insectes et aux animaux, d'avoir moins de protection, on pouvait changer nos besoins et changer la façon dont on s'équipe, et changer le poids du sac. Et ensuite, un autre aspect, il y a une vidéo, je suis en train de faire une vidéo, je ne sais pas si elle sera déjà uploadée avant celle-ci ou pas, sur le jeûne, par exemple, c'est sur l'alimentation. Il y a aussi
beaucoup d'entraînement physique et psychologique à faire qui affecte aussi directement la façon dont on va s'équiper. Il y en a qui font de la marche au long cours, de la marche à longue distance et puis qui se sont habitués à manger froid par exemple. Donc ça a été, voilà, ça demande un temps d'adaptation, ça, de parvenir à manger froid et de se sentir bien en mangeant froid, et ce qui permet donc de changer les besoins, le niveau de confort, et donc de pouvoir partir avec moins d'équipement. Voilà, ça c'est un truc à détricoter, voilà, un aspect de la réalité qu'il faut bien détricoter, bien comprendre et sur lequel on peut travailler pour voilà, faire les choix sur la façon dont on s'équipe. Et ensuite on passe, hop là il y a un coup de vent, à l'environnement. Alors l'environnement, je le décris selon trois curseurs ou trois caractéristiques. Une première de température, donc plus moins, chaud froid, qui recouvre toutes les températures. Une que je peux dire d'hygrométrie, mais c'est pas uniquement l'hygrométrie dans l'air, c'est l'élément eau, on pourrait dire quoi. Si on veut symboliser au travers des éléments, là on parlerait d'éléments feu et puis là d'éléments eau. Mais je vais marquer hygrométrie et puis vous expliquer hygrométrie. Et puis, donc ça qui couvre tout, l'hygrométrie qui va couvrir aussi bien la pluviométrie, qui va couvrir l'humidité de l'air et qui va couvrir la présence d'eau au sol et puis la quantité. Donc hygrométrie, voilà, c'est vraiment un terme fourre-tout par rapport à l'eau sous toutes ses formes. Et puis enfin, ce que j'appelle l'agressivité du terrain. Et donc, je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez bien comprendre ce que j'appelle agressivité. Ces trois curseurs permettent de décrire la totalité des environnements que l'on peut rencontrer avec la totalité des conditions météo et la totalité des saisons, selon comment on va régler les curseurs, c'est-à-dire température, si vous réglez plus ou moins, et puis l'hygrométrie sous forme de pluie, si vous réglez plus ou moins, vous allez créer l'été ou vous allez créer l'hiver. Ensuite, si vous mettez les températures les plus négatives qu'on trouve sur la planète, avec l'hygrométrie maximum, eh ben, vous créez de la banquise, tout simplement. Et donc là, c'est là où on voit l'agressivité. Si cette banquise est plate, que vous pouvez marcher dessus sans encombre, vous avez une agressivité minimum. Si vous mettez le curseur de l'agressivité au maximum, ben soit vous êtes encore sur une autre part de banquise, ou bien vous êtes sur un glacier en pleine montagne avec des crevasses de partout. Vous ne pouvez pas faire 3 mètres sans risquer de tomber dans une crevasse. Il faut que vous marchiez encordé avec des crampons, etc. Donc là, vous avez l'agressivité maximum. Vous changez les curseurs, avec des températures moyennes ou basses, vous remontez l'hygrométrie au maximum, et puis vous vous retrouvez dans l'océan. Si vous remontez la température, vous êtes dans l'océan Indien. Si vous baissez la température avec l'hygrométrie maximum, vous êtes dans l'Atlantique Nord. Et donc ça va déterminer aussi, et puis avec la météo, etc., l'agressivité. Si vous êtes, je ne sais pas, sur la Méditerranée avec une eau plate, et puis vous pouvez faire la planche en flottant à la surface de l'eau, bah, vous avez l'agressivité minimum. Et puis si vous êtes dans l'Atlantique Nord en pleine tempête, vous êtes dans l'agressivité maximum. Si vous remontez la température au maximum, que vous descendez l'hygrométrie au minimum, et ben vous vous retrouvez tout simplement dans le désert. Si c'est du sable et puis qu'on ne s'enfonce pas dedans, que c'est facile de marcher dessus, vous avez l'agressivité minimum. Si c'est un reg et puis que vous avez de la caillasse partout acérée sur laquelle il est difficile de marcher sans se tordre les chevilles et sur laquelle une Jeep ne peut pas rouler, à ce moment-là vous avez l'agressivité maximum. Enfin voilà pour les exemples, vous avez compris l'idée de ce que j'appelle agressivité, et donc avec ces trois curseurs, voilà, on peut recréer toutes les saisons, tous les environnements et toutes les conditions météo sur l'ensemble de la planète. Et donc, ensuite, on en arrive au cœur du sujet, au centre du triangle, qui est que, en fin de compte, ces trois éléments, le but, l'homme et l'environnement, sont les trois éléments qui nous permettent de déterminer l'équipement, tout simplement. L'équipement qui permet donc de progresser dans l'adaptation au terrain, de progresser dans l'adéquation entre le but, l'homme et l'environnement. Et donc une aventure se passe très bien comme sur des roulettes quand il y a une adéquation parfaite entre notre objectif, nos capacités physiques, mentales, notre niveau d'entraînement et nos besoins, et l'environnement dans lequel on évolue. Lorsque ces trois choses-là sont en adéquation, tout se passe comme sur des roulettes. Et le but de l'équipement
et de permettre cette adéquation-là. Et donc c'est pour ça que c'est très important de penser nos équipements dans le cadre de ces 3 éléments-là. Et donc au centre, on a voilà, l'équipement. Avec, donc, on va le mettre en rouge pour changer là, ou en bleu. Une interaction encore de nouveau dans tous les sens. Et donc je disais en introduction que cette théorie de l'outdoor, ici on en parle plus dans le cadre de la rando, de l'aventure, etc., mais qu'en réalité ça recouvre toutes les pratiques outdoor, quelles qu'elles soient. Et alors on pourrait l'utiliser comme ça, mais si on veut l'expliciter un peu plus, c'est simplement en changeant le vocabulaire. L'environnement, si vous le remplacez par exemple par le terrain, le but, vous le remplacez par la mission, et l'homme, vous le remplacez par soldat. Voilà, vous avez soldat, terrain, mission, et ça vous permet de penser le cadre militaire. Donc c'est les applications possibles pour vous montrer qu'en réalité, c'est un triangle qui est universel. C'est pas un truc spécifique à l'outdoor, c'est un truc qui remonte aux origines de l'humanité et qui permet voilà, de penser à chaque fois à toute la pratique, quelle qu'elle soit. Et donc, vous pouvez tout à fait l'adapter à toutes les disciplines outdoor. Vous pouvez, je vais prendre quelle couleur, peut-être du bleu là maintenant. Ça peut s'appliquer pour de la spéléo par exemple. Vous pouvez l'appliquer pour de la plongée. Et puis, on va ensuite prendre quelques exemples. On peut l'appliquer, voir un peu ce qu'on peut en tirer pour l'Exatrek. Une aventure dans le Grand Nord. Grand Nord. Et puis une rando de 5 jours en montagne et une rando en campagne. Et puis on va voir ce à quoi on peut penser avec ce triangle de l'outdoor pour ces différentes applications. Et donc, par exemple, si on prend le cas de la plongée, donc tout ça, c'est les buts, les objectifs. Donc plonger, ça va être où, à quel endroit. Donc après, on a une interaction avec l'environnement. Vous pouvez avoir pour but de plonger, faire de la spéléo en plongée, et donc directement ça détermine de l'équipement en fonction de la profondeur, etc. Ça va déterminer la pression des bouteilles, le type de gaz, etc. et tout un tas de trucs que je ne connais pas parce que je ne suis pas plongeur. Mais dès que vous commencez à rentrer des trucs un peu dans cette moulinette, une pratique en particulier avec un projet que vous avez pour 10 jours en été, que ce soit de la spéléo, de la plongée, du parapente, du vélo ou quoi que ce soit, dès que vous commencez à le passer dans cette moulinette-là, ce modèle-là permet de bien voir les interactions et de bien penser à tout pour prendre les bonnes décisions et faire les bons choix d'équipement et puis identifier quel équipement il va vous falloir. Dès que vous identifiez bien vos buts, que vous décrivez bien l'environnement selon ses différentes caractéristiques, et puis en particulier que vous travaillez bien sur cette partie-là, que vous connaissez bien vos aptitudes, vos capacités, votre niveau d'entraînement et vos besoins. Donc il y a un truc, après on peut mettre ça dans les aptitudes, mais le truc qui manquait c'est par exemple si vous pouvez avoir des besoins médicaux particuliers. Donc là, ça rentre dans les besoins médicaux, mais ou une faiblesse à la cheville, ce genre de choses, qui sont dans les capacités physiques. Et donc tout ça, en interaction à l'environnement, si vous marchez vous avez prévu une rando 5 jours campagne, vous avez une agressivité minimum, du terrain plat. Si dans vos besoins vous avez une faiblesse à la cheville, elle ne va pas nécessairement nécessiter dans les équipements de mettre des chaussures montantes. Si à l'inverse, vous bossez dans un bureau toute l'année, vous n'êtes pas entraîné, vous manquez de muscles et que vous souhaitez partir faire 5 jours rando de montagne en été, eh bien à ce moment-là, votre faiblesse de cheville, elle va nécessiter des chaussures montantes dans les équipements.
Et donc là, on a un exemple, par exemple, sur cette question des chevilles, qu'en réalité, en fonction de votre niveau d'entraînement, de vos capacités physiques, de vos aptitudes, de votre état physique, avec un même besoin, vous pouvez vous retrouver avec des équipements différents en fonction des individus. Quelqu'un va devoir partir avec des chaussures montantes et pour faire strictement la même chose, une autre personne va partir avec des chaussures basses et ça va être un bon choix dans les deux cas quand c'est fait en connaissance de cause. Donc ça, c'est un truc à bien conscientiser parce que ça a été une dérive de la mouvance ultralight à ses débuts. Parce qu'elle s'est présentée comme une évolution naturelle de la rando vers laquelle tout le monde devait tendre et comme étant la pratique, l'évolution idéale de la rando, ce qu'en réalité elle n'était pas, puisque ça a été l'ultralight s'est développé avec des passionnés qui avaient envie d'investir dans des trucs ultralight, etc. et qui avaient une pratique qui en réalité n'était pas représentative de ce que tous les gens recherchent. Et donc l'ultralight, si oui, c'est effectivement toujours chouette et toujours pertinent d'alléger ces équipements. Ça pose aussi des contraintes dans certaines pratiques qui fait que ce n'est pas adapté pour tout le monde. Et donc c'est le cas par exemple si on veut faire une aventure dans le Grand Nord, aventure prolongée, en canoë ou pas, mais admettons, voilà, une aventure prolongée en canoë dans le Grand Nord, sans doute que vous allez faire du feu et puis que vous allez vouloir réduire les risques de percer votre tarpe ou votre tente avec du feu et peut-être, ou bien certaines affaires, une veste par exemple, et peut-être que vous allez choisir d'emporter volontairement une veste en coton canevas ultra lourde qui pèse 3 kg, parce que lorsque vous soufflez sur les braises et puis lorsqu'il y a du grand vent dans le Grand Nord, quand vous prenez des braises sur votre veste, elle ne va pas fondre et elle ne va pas se perforer de partout, laissant échapper des plumes et perdant toute votre isolation. Donc en fait, selon les pratiques, dans ce modèle-là, on peut aussi bien déboucher sur des choix d'équipements qui vont être ultra lourds que sur des choix d'équipements qui vont être ultra light. Et donc ça, ça fonctionne encore une fois en identifiant les besoins. Dans le Grand Nord, pareil, au niveau environnement, vous pouvez avoir... Alors du coup là ça rentre pas dans mes 3 curseurs, j'y avais pas pensé ça, mais vous avez... on peut le mettre dans l'agressivité, mais beaucoup de vent. Et beaucoup de vent, c'est ce qui a conduit à créer ces fameux réchauds avec un bol qui se retourne sur le bas, dont j'ai oublié la marque, Tangria, qui fait ça, spécifiquement pour les pays nordiques, parce qu'il y a tellement de vent qu'en fait, ils ont besoin, dans leur équipement de cuisine, d'avoir une pièce dédiée à couper le vent, et de façon très stable. Quand on met ça dans les buissons, dans les myrtilles, etc., il faut que ça soit une embase très large, et puis qui tienne bien. Et donc ils ont développé cette espèce de gamelle qui se met à l'envers. Donc ça, c'est un besoin particulier qui va contraindre d'emporter une pièce d'équipement supplémentaire, un poids supplémentaire au niveau de la popote. Et donc en fait on voit directement que l'environnement et puis le type d'aventure qu'on veut faire pour la durée, etc., ça va déterminer et justifier en fait des choix d'équipement qui vont être dans certains cas beaucoup plus lourds. Et par extension, en fonction de notre budget, etc., et ce qui est mon cas à moi, je suis plutôt passionné d'aller faire des trucs dans le Grand Nord de longue durée, etc., même si mes moyens ne me permettent pas de le faire autant que je voudrais et seulement de façon exceptionnelle, mais c'est ça qui m'attire. Et donc quand je m'équipe, du coup, je ne m'équipe pas que pour ça, parce que du coup, j'ai peu l'occasion de le faire, mais je m'équipe en vue de pouvoir aborder ce genre de choses, et donc je fais des choix qui ne sont pas pertinents si je partais, si 100% de ma pratique était juste de faire de la rando classique, même si finalement, par la force des choses, ça représente peut-être 80% ou 90% de ma pratique. Moi, ce qui m'intéresse, ma recherche, c'est d'aller faire des trucs plus engagés et de plus longue durée, et donc pour ça, j'accepte, c'est un compromis que je fais, de prendre des pièces d'équipement qui vont être beaucoup trop lourdes, qui ne vont pas être la pratique habituelle, les pièces d'équipement habituelles pour la pratique que je fais à 80%, mais que voilà, par compromis, parce que je veux faire ces trucs-là, je vais me contenter, enfin je vais prendre des trucs un peu plus lourds. Et puis après, voilà, donc question de budget, si j'avais le budget, j'achèterais tout en double, les trucs super lourds pour les grandes aventures où c'est justifié d'avoir des pièces d'équipement plus lourdes et plus résistantes et plus stables, etc. Et puis m'équiper doublement ensuite, tout reprendre en ultralight pour faire uniquement de la rando.
Donc tout ça, voilà, c'est conditionné, il y a un aspect budget, évidemment, dans l'équipement. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. Donc comme vous l'avez compris, voilà, ce triangle de l'outdoor, ce triangle du baroudeur permet de penser la façon dont on s'équipe, de penser notre pratique et puis de détailler. C'est vraiment ce que je vous invite à faire parce que le garder juste comme ça en tête, ça ne va pas servir à grand chose. Là où c'est intéressant, c'est vraiment lorsqu'on prépare une aventure, parfois de mettre ça par écrit et puis de détailler chacun des points. Donc pour l'homme, partie physique, mentale, entraînement, aptitude, besoin, et bien peut-être de faire des listes. Ok, comment je suis physiquement, est-ce que j'ai une faiblesse quelque part, est-ce que j'ai des besoins médicaux particuliers, et donc de ça ensuite vous pouvez déduire voilà, tous les médicaments, tout ce qui va composer votre kit pharmacie, votre kit de soins. Pareil, l'environnement, bien décrire les environnements que vous allez traverser. Si vous faites de la longue distance, peut-être vous allez traverser une chaîne de montagnes, peut-être vous allez passer par la campagne, peut-être vous traversez une région désertique. Bien lister tout ça de façon détaillée pour identifier peut-être quel type de chaussures il faut, quel type d'équipement pour l'eau, la gestion de l'eau, quelle capacité d'emport d'eau il vous faut. Est-ce que vous prenez une grosse vache à eau qui vous permet de transporter 6 litres parce que vous allez traverser des parties désertiques et que vous allez devoir porter au moins 6 litres chaque jour, hein, ou bien est-ce que vous prenez plutôt des petits contenants. Un aspect que j'ai oublié de mentionner dans l'environnement, on pourrait éventuellement l'inclure dans l'agressivité, mais pas trop, mais qui influe, c'est l'urbanisme aussi. Évidemment, si on est dans des environnements, dans des pays urbanisés où il y a des possibilités de trouver une pharmacie, trouver un docteur, ou se ravitailler en eau chez quelqu'un, toquer à une porte, etc. Voilà, c'est un paramètre à prendre en compte. Alors que si on est dans des contrées reculées en pleine nature, voilà, ça change la donne sur la façon dont on s'équipe aussi. Donc éventuellement dans l'environnement, un quatrième point qu'on pourrait rajouter, c'est le degré d'urbanisme. Et voilà, donc pour conclure, c'est vraiment, voilà, je vous invite vraiment, en particulier si vous débutez, après une fois qu'on l'a déjà fait quelques fois, on commence à avoir un peu cette interaction en tête et puis à visualiser pas mal de choses, mais c'est un truc qui est toujours intéressant et passionnant à refaire quand on est passionné d'outdoor, et puis d'explorer un peu, parce que c'est vraiment un processus de pensée qui nous permet un peu, voilà, de penser notre pratique de façon plus approfondie. Donc c'est vraiment quelque chose, quand on est passionné d'outdoor, en général c'est quelque chose qui est toujours une forme de méditation presque, ce triangle du baroudeur. Et si vous débutez, voilà, je vous invite vraiment à le faire au moins une fois par écrit, et puis peut-être voilà, lors de votre prochaine randonnée ou de votre prochaine aventure ou de votre aventure de rêve que vous souhaitez faire un jour, et bien faire des listes et puis détailler comme ça. Et puis ça vous permet aussi de vous préparer à l'avance quand on a ce genre de truc, voir au niveau de nos capacités, etc., qu'est-ce qu'on pourrait changer. Il y en a, voilà, je crois que je l'avais déjà mentionné en exemple, mais quand vous parvenez à manger froid et à vous sentir confortable de cette façon-là, il y en a qui font de la rando longue distance en mangeant froid et qui du coup n'emportent pas de réchaud et pas de bouteille de gaz. Donc ça allège considérablement le sac, et donc c'est un entraînement parfois qui peut être intéressant de faire en fonction de l'endroit où on veut aller. Si on est dans un coin plutôt chaud en été, etc., c'est une solution qui peut être très intéressante. Et il y a tout un tas d'entraînements comme ça qui permettent de modifier un peu nos besoins. Et ensuite, c'est toute la démarche de toute façon de l'ultralight et du minimalisme en randonnée. C'est d'arriver à réduire ses besoins de façon à en porter le minimum. Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction à la formation baroudeur vous a plu. Si j'ai oublié des trucs ou que vous avez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit pour compléter, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao!